Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. Le soleil brille de mille feux ces derniers jours. C'est une bonne affaire pour tous ceux qui ont des panneaux solaires sur leur toit. Mais où en est-on dans ce domaine? Quel est le potentiel qui reste à développer? La commercialisation dans quelques jours des panneaux que l'on peut installer sur le balcon va-t-elle doper le secteur? On a un peu plus de 20 minutes pour répondre à toutes ces questions avec nos invités. Voilà, des invités qui entrent sur ce plateau et que je vais vous présenter tout de suite en commençant par vous. Benjamin Wilquin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la SBL Énergie Commune. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Serena Galeon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la porte-parole de Sibelga. Première question pour vous, Serena. On en est où actuellement au niveau installation de panneaux solaires en région bruxelloise? Alors, il faut savoir que 3% de la consommation électrique à Bruxelles est autoproduite. Ça peut paraître peu de prime abord, mais il faut remettre les choses en contexte. Bruxelles est un milieu urbain, donc ça veut dire avec des bâtiments denses, des bâtiments verticaux et donc avec des toitures plus petites, ce qui fait que ça limite en partie le déploiement des panneaux solaires, contrairement à la Wallonie et en Flandre. Mais il y a quand même tout un potentiel du solaire. Actuellement, on est plus ou moins à 10% du potentiel solaire. Il y a aussi des leviers pour booster le solaire à Bruxelles. Je pense au partage d'énergie et je pense aussi que M. Wilquin ne dira pas le contraire. Et dernière petite chose, l'éolien est difficilement envisageable à Bruxelles. Oui, mais 10%, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. C'est un potentiel qui reste énorme, en fait. C'est un potentiel qui est énorme et c'est pour ça qu'il est important aussi d'accompagner les citoyens avec toute une série de solutions innovantes qui sont disponibles dès maintenant pour pouvoir justement booster le solaire à Bruxelles. Alors, Benjamin Wilquin, est-ce que le marché reste dynamique en région bruxelloise, malgré tout ce potentiel qui reste à développer ? Oui, le marché reste dynamique et donc il y a un secteur qui émerge assez bien depuis 2 ans, c'est l'installation sur les copropriétés via on en parlera peut-être plus abondamment, mais le partage d'électricité qui est maintenant possible. Et donc c'est des sites qui n'étaient pas équipés pour la simple et bonne raison qu'il fallait s'arranger ensemble pour le faire, on ne pouvait pas en mettre tout seul. Et donc aujourd'hui, ces toitures sont débloquées parce qu'on peut se partager l'électricité. En 2 ans, il y a une grosse centaine d'installations solaires qui ont été réalisées sur des copropriétés pour partager l'électricité avec les habitants. Oui, on parlera en deuxième partie d'émission du partage d'énergie. Mais pour vous, les freins, c'est quoi? C'est parce qu'il y a beaucoup d'immeubles ou alors c'est de la méconnaissance encore aujourd'hui malgré toute l'information qu'il y a sur le sujet? La méconnaissance de moins en moins, mais néanmoins, pour installer des panneaux solaires dans le modèle classique aujourd'hui, on doit être en général propriétaire de son bâtiment, sinon on n'investit pas parce que c'est du long terme. On doit avoir accès à une toiture sur laquelle on peut décider tout seul. Et on doit avoir accès à du financement. Soit on a les économies, soit on est capable d'emprunter. Et en général, si une de ces 3 conditions n'est pas remplie, on n'investit pas pour 20, 30 ans dans sa toiture. Oui, il y a des tiers investisseurs aussi. Mais, tout à fait, mais ça n'empêche que si vous n'êtes pas propriétaire, en général, ça ne marche pas. Et puis les tiers investisseurs vont chercher vraiment les toitures qui sont les plus rentables pour eux. Et donc, si votre toiture est un petit peu difficile d'accès ou, selon eux, pas idéalement orientée, peut-être qu'ils vont dire « Oh non, chez vous, ça ne vaut pas la peine », ce qui ne vaut pas la peine pour eux, mais pour vous, ça vaut peut-être la peine. Oui, alors il y a cette nouveauté, c'est l'installation qui sera bientôt permise de panneaux solaires sur son balcon ou sur sa façade, sans demande de permis, sans autorisation. Vous en pensez quoi, vous, Serena Galeon? Alors, je pense qu'en soi, c'est positif. La seule chose à savoir, c'est que les panneaux plug and play, tout comme une installation fixe, doivent être déclarés au gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau doit avoir une vue de ce qui vit sur le réseau pour pouvoir assurer la stabilité et aussi anticiper les éventuels investissements. Donc en soi, je trouve que c'est tout à fait positif. Grâce à un petit dispositif, il est possible d'alimenter les installations électriques d'un ménage. Et comment ça fonctionne? En fait, l'énergie va toujours passer par le chemin le plus court, là où il y a le moins de résistance. Et donc, si tous les appareils sont alimentés, eh bien, l'énergie va repartir par le tableau électrique et ensuite être injectée dans les réseaux. À noter qu'il n'y a pas de certificat vert avec les PV plug and play. Oui, alors Benjamin Wilquin, pour vous, ça va vraiment faciliter l'installation de panneaux solaires. C'est juste des panneaux qu'on installe et on branche la prise sur sa terrasse, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, je pense que oui, ça va faciliter pour tout un tas de personnes qui aujourd'hui n'avaient pas accès aux panneaux solaires.
Parce que si vous êtes locataire, maintenant vous pouvez le faire. Vous mettez 1 ou 2 panneaux, on ne parle pas de plus. Vous faites mettre 1 ou 2 panneaux sur votre balcon. Si vous avez la prise qui vient dehors, qui est résistante à l'eau, etc., donc il y a quand même des conditions techniques de sécurité minimales, ça peut fonctionner. Vous devez acheter un système qui est certifié par rapport aux règlements techniques et vous devez travailler avec un professionnel parce que les panneaux, s'ils s'envolent, c'est de votre responsabilité. Donc, ça doit être ah ouais, fixé. donc on ne peut pas acheter ça au bricot et les installer nous-mêmes. C'est pas interdit, mais vous en prenez l'entière responsabilité. Ouais. Vous devez quand même vérifier avant aussi. Il peut être interdit d'en mettre sur votre balcon pour des raisons d'urbanisme. Donc il faut se renseigner sur le périmètre dans lequel vous vous situez et ce qui se passe. Mais si vous êtes au sud, mais même à l'est ou à l'ouest, c'est possible. Au nord, la production va être assez faible. Donc là, moi je ne vous le conseille pas. Mais au sud, à l'est ou à l'ouest, c'est tout à fait possible. Ouais, alors il y a différentes gammes de prix, hein, mais pour vous, est-ce que c'est rentable ou alors ça doit être un geste finalement volontaire pour participer? La rentabilité, on ne l'attend pas trop. A priori, c'est rentable. Sur le plug and play, en tout cas, nous on estime qu'entre 5 et 7 ans, pour donner un chiffre, c'est rentable parce qu'en fait vous produisez relativement peu, mais vous autoconsommez quasiment tout. Et donc votre économie, elle est maximale. Et est-ce que vous vous attendez, vous, à un essor finalement par rapport à ça? On verra. Ah, vous restez prudent. Non, je pense que oui quand même, sincèrement, parce que ça ouvre vraiment de nouvelles perspectives, ça complète l'offre finalement actuelle. Et puis si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne ces 2 dernières années, alors c'est certes un pays plus grand, mais en 2 ans, ils ont installé plus d'un demi-million de systèmes au balcon. Ouais. Alors vous insistez surtout sur les dangers, hein, j'ai bien compris. Sur la sécurité, donc d'ailleurs je rejoins Benjamin, la sécurité électrique. Donc il est important de s'assurer, c'est pour ça qu'il faut faire venir un professionnel, de vérifier son installation, s'assurer qu'elle ne soit pas sous-dimensionnée, qu'elle puisse accueillir ce genre de dispositif, parce que ça pourrait générer des risques de surchauffe et d'incendie. Pour compléter aussi l'éventuel succès, je souhaite aussi souligner qu'il y aura aussi des batteries plug and play qui permettront aussi de stocker l'énergie qui aurait été produite par ces panneaux plug and play et pouvoir la consommer plus tard. Oui, encore une question sur ces panneaux plug and play. Donc vous dites on installe 2 panneaux, généralement c'est plutôt ça. Ça produit quelle partie de l'électricité d'un ménage de 4 personnes par exemple? On peut s'attendre à 20% environ de la production, de la consommation annuelle, quoi. Quelque chose comme ça, 20-30, ça dépend un petit peu combien vous consommez bien entendu. Mais... Alors Serena parlait des batteries plug and play. Est-ce que ça peut être aussi finalement un autre incitant à l'installation de panneaux solaires? Éventuellement, oui. Alors, le modèle économique des batteries est quand même pas évident. C'est pas évident de le garantir comme étant positif et c'est parfois pas positif encore. Donc, moi, je reste très, très prudent sur les batteries, d'autant plus que c'est quand même un investissement assez conséquent et qui vient en plus. Néanmoins, si vous voulez mettre des batteries, oui, mais pas avec des panneaux plug and play. Alors, c'est si vous avez une plus grosse installation, parce que c'est vraiment du surplus qu'il faut stocker. Avec 2 panneaux plug and play, vous n'aurez quasiment pas de surplus. Donc, la batterie est absolument pas rentable. Oui, et pour vous, la batterie, ça reste intéressant. C'est quelque chose que vous conseillez finalement? Mais je pense que la transition énergétique, elle va susciter des changements de comportement. Donc il sera important de consommer de l'énergie verte, locale. Et généralement, quand elle est locale, elle va être à un prix abordable. Alors soit on autoconsomme, soit on stocke dans des batteries pour pouvoir justement les consommer par la suite. Donc je crois ardemment effectivement aux batteries de stockage. Oui, alors on va voir tout de suite un extrait de reportage réalisé par Thomas Dufrane il y a quelques jours. Il a été à la rencontre de quelqu'un qui est vraiment convaincu de l'intérêt de l'énergie solaire. Regardez cet extrait de reportage. Cela fait plus de 15 ans que Jean-Louis a des panneaux solaires sur son toit. Un jour comme aujourd'hui, sa production dépasse largement sa consommation. Mais le surplus n'est pas renvoyé vers le réseau bruxellois. Il file dans ces 2 grosses boîtes des batteries domestiques. L'intégralité de ma consommation de ce soir, y compris les tacs électriques pour cuisiner, seront assurées par mes batteries pendant l'heure de pointe. Et j'aurai assez de capacité résiduelle pour passer toute la nuit sans problème jusqu'à demain matin. Alors je la charge au maximum aujourd'hui parce que demain il va faire mauvais. Des installations comme celle-ci sont encore rares à Bruxelles, mais très utiles. Elles permettent d'adoucir les creux d'électricité la nuit, mais surtout d'absorber les pics d'électricité lorsqu'il fait beau. Aujourd'hui, 25 000 installations photovoltaïques sont recensées à Bruxelles
Et ce chiffre ne va qu'augmenter. Il y aura donc de plus en plus de pics. C'est ce que constate déjà Jean-Louis, fin observateur du marché électrique européen. Cette semaine-ci, on a eu 3 jours avec des tarifs négatifs. Donc pendant les heures de travail, avec les industries qui tournent, etc., on a déjà, au début du mois de mars, de l'électricité surabondante. Pour préserver le réseau, la tarification dynamique sera disponible dès juin pour tous les Bruxellois qui disposent d'un compteur intelligent. Voilà, donc on voit que c'est un spécialiste, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un passionné de l'énergie, mais on parle de tarifs dynamiques. Serena, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électricité sera moins chère à certains moments? En fait, pour l'instant, il y a 2 sortes de tarifs. Les tarifs fixes. Donc, en fait, les tarifs ne changent pas quoi qu'il arrive sur le marché de l'énergie. Les tarifs variables. Donc, les tarifs vont varier à la hausse ou à la baisse sur base mensuelle ou trimestrielle. Et bientôt, à partir du 1er juin 2025 à Bruxelles, il sera possible de souscrire à un abonnement de tarifs dynamiques. Alors, les tarifs dynamiques, c'est quoi? L'énergie, le prix de l'énergie va varier tout le temps. Va varier tout le temps en fonction des prix de la bourse de l'électricité, on va dire ça comme ça. Effectivement, l'énergie pourrait être beaucoup plus avantageuse à 14h qu'à 19h, par exemple. Oui, mais ça, c'est une analyse fine. Est-ce qu'on va devoir vraiment être un spécialiste à l'avenir avec le nez sur une application pour savoir quand programmer son lave-vaisselle ou sa machine à laver? Bon, a priori, il y a des personnes qui vont vous proposer des offres de services pour le gérer pour vous, ça c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que ce qui reste une inconnue aujourd'hui, c'est est-ce que ça va être intéressant et pour quel profil de consommateur. C'est une offre qui vient diversifier l'offre actuelle et il faut vraiment souligner, c'est très très bien. Mais tout le monde n'aura pas spécialement le même intérêt à choisir ce type d'offre, d'autant plus que c'est une offre qui, malgré tout, peut contenir des incertitudes et donc est-ce que vous, en tant que consommateur, c'est un peu comme un prêt pour une maison. Est-ce que vous prenez un prêt à taux fixe ou variable? C'est toujours la même question. Il y en a un qui vous fait dormir sur vos 2 oreilles, vous savez ce que c'est. L'autre, vous allez peut-être gagner ou pas. Ouais, et donc là, c'est pour certains consommateurs particuliers. Au contraire du plug and play, vous avez l'impression que le panneau solaire plug and play, tout un chacun peut l'installer en fait. De nouveau, non. Beaucoup de monde certainement. En fait, disons que beaucoup de monde qui aujourd'hui ne sait pas avoir accès à des panneaux solaires parce qu'il n'a pas accès au toit, mais qui a un balcon à l'est, à l'ouest ou au sud, pourrait le faire. Un balcon qui est suffisamment solide, comme on l'a évoqué, pour les raisons de sécurité, avec une prise extérieure qui est résistante à la pluie, etc. Donc il y a tout un tas de considérations. Et pour ces gens-là, oui, je pense qu'on va pouvoir y aller. Mais voilà, j'éviterais, si je suis au rez-de-chaussée, d'en mettre parce que oui, on pourrait me les voler, par exemple. Oui, exactement. Alors, par rapport à l'obligation d'enregistrement de ces panneaux solaires, alors vous le dites, il faut le faire, c'est impératif. Pourquoi, finalement, est-on obligé de le faire? En fait, toute installation décentralisée doit être déclarée auprès du gestionnaire de réseau, donc Sibelga en l'occurrence. Il s'agit tant des panneaux solaires que des pompes à chaleur, des batteries de stockage et des bornes de recharge. Pourquoi? Ce n'est pas pour embêter en fait les citoyens, loin de là, c'est pour une situation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que lorsque le citoyen va notifier son installation auprès de Sibelga, il va avoir accès à une attestation. Sibelga va regarder toute une série de paramètres, notamment le compteur intelligent, voir s'il est installé, savoir que le compteur qui tourne à l'envers n'est plus d'application dans aucune des 3 régions en Belgique. Et donc, ça va ouvrir 2 portes, en fait. L'accès au certificat vert auprès du régulateur Brugel et ensuite la valorisation de la production d'énergie. Donc, ça permettra aux consommateurs de pouvoir valoriser sa production, mais aussi pour aux gestionnaires. Et ça, c'est ultra important dans le cadre de la transition énergétique et l'électrification. Il faut qu'on ait une vue de ce qu'il vit sur le réseau. Et donc, en fait, cela nous permettra d'assurer la stabilité du réseau et pouvoir anticiper aussi des investissements. Mais on est ciblés. très loin de la saturation du réseau quand on voit l'énergie produite aujourd'hui. On est loin, mais on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas dans quelle mesure cela pourrait évoluer. Dans d'autres régions, certains ont été aussi pris au dépourvu parce que ça a tellement évolué avec les bornes de recharge, mais aussi les pompes à chaleur et les panneaux solaires suite à la crise, qu'il vaut mieux anticiper et ne pas se reposer sur ses lauriers. Oui, Benjamin Wilquin, vous avez l'impression qu'on pourrait vite arriver à une saturation ici en région bruxelloise, comme c'est le cas en Wallonie? Je pense que Sibelga connaît mieux le réseau que moi pour répondre à cette question, mais ce n'est pas du tout inimaginable. Vous n'avez pas l'air d'avoir de crainte pour l'instant. Alors, on a de la marche à court terme, mais il est important de faire comprendre aux citoyens qu'il faut changer de comportement, en fait. Ça, c'est crucial. Et ce sera n'importe où, en fait, de consommer
au moment où il y a de la production, de faire charger son véhicule à 14 heures lorsqu'on est en télétravail, quand les éoliennes donnent, quand les panneaux solaires donnent, pour pouvoir d'ailleurs profiter d'énergie à un prix plus abordable, mais aussi pouvoir soulager le réseau et éviter de devoir faire des investissements excessifs au prix de la collectivité. Oui, ça c'est un réflexe qu'il va falloir acquérir. Hein. C'est vrai que ce n'est pas encore entré dans les mœurs, hein, loin de là. Non, tout à fait. Le biohoraire de nuit a encore beaucoup de fans devant lui, ou derrière lui. Mais non, effectivement, et je pense que si la saturation du réseau local, c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre en Wallonie, en Flandre, en Hollande, que sais-je, parce qu'on a des surtensions et les panneaux solaires, on peut avoir des surtensions et des panneaux solaires du coup qui s'arrêtent de fonctionner. C'est peut-être moins le cas à Bruxelles, mais il y a des questions plus larges qu'une région par rapport à ça. Et donc, le volume sur le marché de l'électricité et toute cette dynamique-là sont aussi des opportunités ou des choses qui influencent le fait qu'on doive consommer en journée. Ouais. Alors, on va parler maintenant du partage d'énergie. C'est un peu votre core business, Benjamin Wilquin. Et donc, ce partage d'énergie, aujourd'hui, vous le dites, ça y est, quand on en parle, on sensibilise les gens et ils arrivent à comprendre l'intérêt de ce type d'installation spécifiquement dans les copropriétés. Oui, quand on en parle, en fait, les gens veulent tout de suite le faire. Alors avec un petit billet, ils veulent tout de suite le faire et ils pensent qu'ils vont mettre des fils électriques entre eux pour se partager l'électricité. Donc ils pensent qu'ils vont refaire un réseau électrique. Donc on leur calme tout de suite les ardeurs. On dit non, vous allez mettre des panneaux, vous allez utiliser le réseau public existant pour partager l'électricité produite. Ah, ok. Mais ils veulent quand même y aller, néanmoins. Parce qu'en fait, au moins, ils ne doivent pas recréer un réseau. Il faut juste installer des panneaux. Et donc, ça marche assez bien. Les gens ont vraiment envie de le faire. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une centaine d'installations qui ont été réalisées en 2 ans sur ce principe-là. Oui. Et donc, ce partage d'électricité dans ce que vous voyez aujourd'hui, c'est plutôt à l'intérieur d'un immeuble pour les communs et pour les appartements, ou alors ça part finalement dans d'autres immeubles ou dans d'autres maisons du quartier? À Bruxelles, vous avez 3 manières pour vous partager l'électricité. Soit c'est entre 2 compteurs, 2 personnes, disons, avec un producteur, un consommateur, on appelle ça le pair à pair. Soit vous pouvez le faire au sein du même bâtiment. Donc là, c'est dans la mesure où vous êtes dans le même bâtiment que la production, eh bien, on se partage tout. Ou alors entre plus que 2 bâtiments différents. Et alors là, on doit constituer ce qu'on appelle une communauté d'énergie. Et on se partage au sein des personnes qui sont dans la communauté d'énergie, et avec des producteurs, des consommateurs et d'autres qui sont un peu les deux. Oui, ça semble un peu abstrait, hein, comme ça que cette énergie passe du toit à la maison d'à côté ou à 10 maisons d'à côté. En fait, c'est déjà le cas, mais avec le partage d'électricité, du coup, c'est un tout petit peu moins abstrait parce que vous savez que vous avez eu autant de kilowattheures de votre voisin. Ou, voilà. Mais c'est déjà comme ça que ça se passe maintenant en réalité. Ici, c'est juste qu'on va contractualiser les flux et qu'on va se faire de l'échange gratuit ou pas, ça c'est à nous arranger pour cette électricité quand elle est disponible en journée. Oui, et pour vous, Serena Galeon, c'est un potentiel de développement important. Clairement. Aussi. Je pense que Bruxelles peut être fière d'être à l'avance sur ce principe-là, parce que je pense que fin d'année, et Benjamin pourra peut-être me compléter, mais nous étions à plus de 1000 participants de partage d'énergie. C'est énorme en à peine 2 ans de temps. Et puis, encore une fois, il y a plusieurs possibilités de pouvoir partager son énergie. Sibelga soutient ce concept. D'ailleurs, notre collaboration est exceptionnelle avec Énergie Commune, Brugel et Bruxelles Environnement. Mais surtout, on veut continuer à inciter les participants à consommer local, toujours dans cette idée de win-win réseau-portefeuille. Et un exemple très concret, c'est au plus les participants sont proches, donc dans un même bâtiment, dans une communauté d'énergie, donc ils sollicitent moins le réseau, moindres sont les frais de réseau. Donc les frais de réseau font partie de la facture énergétique en fait, et donc ça diminue. Ouais. Alors justement, ça c'est un des avantages, c'est du circuit court de production, donc les frais de distribution de l'électricité coûtent beaucoup moins cher, c'est là où finalement on gagne de l'argent. Entre autres, pas que, mais entre autres, effectivement, c'est un incitant assez, pour l'instant, spécifique à Bruxelles, je dirais malheureusement, parce que l'ensemble des pays d'Europe nous envie ce système. Et effectivement, l'idée, c'est que aussi, finalement, les consommateurs intègrent des logiques qui aident le réseau. Alors, on ne comprend pas toujours ça, mais c'est comme les voitures, en fait. Hein. On peut avoir des bouchons, et donc c'est intéressant, si la production est locale, qu'elle soit consommée localement. Ça permet de mieux gérer le réseau. Et les incitants tarifaires de Sibelga sur le partage d'électricité reflètent ça. Et donc, ça structure les opérations de partage de manière assez cohérente avec le réseau, pour éviter de devoir
surinvestir dans le réseau parce que le réseau, on le paye tous. Ouais. Et le frein, c'est quoi? C'est psychologique ou c'est la méconnaissance aujourd'hui? Le frein principal? Les deux. C'est nouveau, donc vous avez déjà un travail, ça reste quand même nouveau, il faut le reconnaître. Et donc il y a un travail d'apprentissage. Et donc quand vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, et du coup ça paraît énorme. Donc il y a vraiment d'abord l'apprentissage. En fait, c'est pas si compliqué, mais il faut prendre le temps de se poser sur des questions qu'on ne s'est encore jamais posées en réalité. Donc voilà, ça c'est le premier frein de méconnaissance et qui du coup est psychologique. Et puis après, du coup, oui, il y a quand même toute une série de procédures à faire qui sont spécifiques et qu'on ne fait qu'une fois en fait, donc elles paraissent lourdes, mais bon, vous ne les faites qu'une fois dans votre vie, a priori. Ouais, des procédures qu'on pourrait alléger selon vous? Il y a toujours moyen d'alléger les procédures, c'est certain. Ouais. Alors on va le voir, il y a un site également qui existe depuis pas mal de temps déjà, qui vous renseigne du potentiel solaire de votre toiture. C'est un site qui a été lancé en 2018. On avait réalisé un reportage à l'époque. Je vous propose là encore de voir un extrait du reportage. Taper l'adresse d'un bien, c'est la seule chose à faire pour découvrir son potentiel photovoltaïque. On y apprend la surface du toit utilisable, le nombre de panneaux qu'on peut y installer, le coût estimé et le rendement espéré. Des informations utiles selon les entreprises spécialisées dans ce secteur, même s'il ne s'agit que d'une indication. Sur le toit de cette maison ixelloise, 12 panneaux sont installés, alors que la simulation indiquait la possibilité d'en placer 17. Le site précise d'ailleurs que la carte solaire ne prétend pas être exacte à 100%. Cette simulation permet toutefois de se rendre compte du potentiel de son toit. Une toiture plein sud, c'est parfait, c'est l'idéal pour poser des panneaux photovoltaïques. Mais vous pouvez avoir des deux pans de toiture inclinée, est-ouest, qui convient tout à fait à ce genre d'initiative. Pourquoi? Parce que un côté va produire et l'après-midi, l'autre côté produira aussi. Selon un sondage réalisé par Bruxelles Environnement, 40% des Bruxellois ont envisagé de placer des panneaux photovoltaïques, mais ont renoncé à cause du coût du projet. Cette carte solaire, qui donne une idée de la rentabilité de l'installation, convaincra peut-être certains à se lancer. Alors question, Serena, un permis d'urbanisme est-il toujours obligatoire quand on installe un panneau ou il faut se renseigner auprès de la commune? Je pense qu'il vaut toujours mieux se renseigner dans un premier temps auprès de la commune pour être sûr d'être dans les clous. Oui. Ouais, et donc on rappelle qu'il faut un compteur intelligent quand on installe ces panneaux. Sans ça, il n'y a pas moyen de toucher ces certificats verts ou même d'exploiter cette énergie. Effectivement, et le compteur intelligent est un ami, il ne faut pas le diaboliser. En fait, le compteur intelligent permet aussi une facturation précise, permet d'avoir accès aux certificats verts et permet aussi de valoriser son excédent d'énergie auprès du fournisseur. Donc effectivement, le compteur intelligent reste la clé de voûte de la transition énergétique. Ouais, et vous l'installez gratuitement, on peut peut-être le rappeler. Oui. Benjamin Wilquin, pendant tout un temps, il y avait vraiment des réticences par rapport à ce compteur intelligent et ses possibles atteintes à la vie privée. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça existe encore ou ces obstacles-là ont été levés? On l'entend beaucoup moins. En tout cas, nous, on n'est même plus contactés sur ce sujet-là. Mais ce qui se passe, c'est que, et on revient avec un sujet de tout à l'heure, mais il y a des opportunités qui s'offrent aux consommateurs qui n'existaient pas à l'époque. Et dans ces opportunités, il faut un compteur communicant et les gens comprennent. Donc si on fait un partage d'électricité, imaginons entre nous trois, moi j'ai des panneaux solaires et je partage un surplus entre vous deux, eh bien, pour savoir qui va avoir combien, eh bien, on a les compteurs communicants qui permettent de faire cette comptabilité précise et les bons comptes faisant les bons amis, on reste content. Ouais. Et donc on comprend que c'est la possibilité d'avoir accès à l'électricité solaire via le partage pour des gens qui n'en ont pas. Ok, il faut mettre un compteur communicant. Et voilà. Ouais. Et de toute façon, ce que vous nous dites, c'est qu'à un moment donné, chaque Bruxellois devra y passer, en fait. Tout à fait, exactement. On est à 100 000 compteurs à Bruxelles et on va continuer le déploiement pour arriver à environ 80% d'ici 2035 à Bruxelles. Ben voilà, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces précisions. C'est un sujet très technique, mais vous êtes de très très bons vulgarisateurs. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Demain, vous retrouverez Fabrice Grosfilet pour un plus d'actu politique. À bientôt.